C'est peut-être d'une impression ressentie aussi après de Montjouvin, quelques années plus tard, impression restée obscure alors, qu'est sortie, bien après, l'idée que je me suis faite du sadisme. On verra plus tard que, pour de toute autre raison, le souvenir de cette impression devait jouer un rôle important dans ma vie. C'était par un temps très chaud. Mes parents, qui avaient dû s'absenter pour toute la journée, m'avaient dit de rentrer aussi tard que je voudrais. Et étant allé jusqu'à la mare de Montjouvin, où j'aimais revoir les reflets du toit de tuiles, je m'étais étendu à l'ombre et endormi dans les buissons du talus qui domine la maison. Là où j'avais attendu mon père autrefois, un jour qu'il était allé voir M. Vinteuil. Il faisait presque nuit quand je m'éveillai. Je voulus me lever, mais je vis mademoiselle Vinteuil. Autant que je pus la reconnaître, car je ne l'avais pas vue souvent à Combray, et seulement quand elle était encore un enfant, tandis qu'elle commençait d'être une jeune fille, qui probablement venait de rentrer, en face de moi, à quelques centimètres de moi, dans cette chambre où son père avait reçu le mien et dont elle avait fait son petit salon à elle. La fenêtre était entr'ouverte, la lampe était allumée. Je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vît. Mais en m'en allant, j'aurais pu faire craquer les buissons. Elle m'aurait entendu, et elle aurait pu croire que je m'étais caché là pour l'épier. Elle était en grand deuil, car son père était mort depuis peu. Nous n'étions pas allés la voir, ma mère ne l'avait pas voulu à cause d'une vertu qui chez elle limitait seule les effets de la bonté, la pudeur, mais elle la plaignait profondément. Ma mère se rappelait la triste fin de vie de M. Vinteuil, tout absorbé d'abord par les soins de mère et de bonne enfant qu'il donnait à sa fille, puis par les souffrances que celle-ci lui avait causées. Elle revoyait le visage torturé qu'avait eu le vieillard tous les derniers temps. Elle savait qu'il avait renoncé à jamais à achever de transcrire au net toute son œuvre des dernières années. Pauvre morceau d'un vieux professeur de piano, d'un ancien organiste de village dont nous imaginions bien qu'ils n'avaient guère de valeur en eux-mêmes, mais que nous ne méprisions pas parce qu'il en avait tant pour lui dont ils avaient été la raison de vivre avant qu'il les sacrifiât à sa fille, et qui pour la plupart pas même notés, conservaient, seulement dans sa mémoire, que quelques-uns inscrits sur des feuillets épars, illisibles, resteraient inconnus. Ma mère pensait à cet autre renoncement plus cruel encore auquel M. Vinteuil avait été contraint. Le renoncement à un avenir de bonheur honnête et respecté pour sa fille. Quand elle évoquait toute cette détresse suprême de l'ancien maître de piano de mes tantes, elle éprouvait un véritable chagrin et songeait avec effroi à celui autrement amer que devait éprouver mademoiselle Vinteuil, tout mêlé du remords d'avoir à peu près tué son père. Pauvre monsieur Vinteuil, disait ma mère, il a vécu et il est mort pour sa fille, sans avoir reçu son salaire. Le recevra-t-il après sa mort, et sous quelle forme? Il ne pourrait lui venir que d'elle. Au fond du salon de mademoiselle Vinteuil, sur la cheminée était posé un petit portrait de son père que, vivement, elle alla chercher au moment où retentit le roulement d'une voiture qui venait de la route. Puis elle se jeta sur un canapé, et tira près d'elle une petite table sur laquelle elle plaça le portrait, comme M. Vinteuil autrefois avait mis à côté de lui le morceau qu'il avait le désir de jouer à mes parents. Bientôt son ami entra. Mademoiselle Vinteuil l'accueillit sans se lever, ses deux mains derrière la tête, et se recula sur le bord opposé du sofa, comme pour lui faire une place. Mais aussitôt elle sentit qu'elle semblait ainsi lui imposer une attitude qui lui était peut-être importune. Elle pensa que son amie aimerait peut-être mieux être loin d'elle sur une chaise. Elle se trouva indiscrète, la délicatesse de son cœur s'en alarma. Reprenant toute la place sur le sofa, elle ferma les yeux et se mit à bâiller pour indiquer que l'envie de dormir était la seule raison pour laquelle elle s'était ainsi étendue.
Malgré la familiarité rude et dominatrice qu'elle avait avec sa camarade, je reconnaissais les gestes obséquieux et réticents, les brusques scrupules de son père. Bientôt elle se leva, feignit de vouloir fermer les volets et de n'y pas réussir. Laisse donc tout ouvert, j'ai chaud, dit son ami. Mais c'est assommant, on nous verra, répondit mademoiselle Vinteuil. Mais elle devina sans doute que son amie penserait qu'elle n'avait dit ces mots que pour la provoquer, à lui répondre par certains autres qu'elle avait en effet le désir d'entendre, mais que par discrétion, elle voulait lui laisser l'initiative de prononcer. Aussi son regard que je ne pouvais distinguer dut-il prendre l'expression qui plaisait tant à ma grand-mère quand elle ajouta vivement. Quand je dis nous voir, je veux dire nous voir lire. C'est assommant quelque chose insignifiante qu'on fasse de penser que des yeux vous voient. Par une générosité instinctive et une politesse involontaire, elle taisait les mots prémédités qu'elle avait jugés indispensables à la pleine réalisation de son désir. Et à tout moment, au fond d'elle-même, une vierge timide et suppliante implorait et faisait reculer un soudard fruste et vainqueur. Oui, c'est probable qu'on nous regarde à cette heure-ci, dans cette campagne fréquentée, dit ironiquement son amie. Et puis quoi ajouta-t-elle, en croyant devoir accompagner d'un clignement d'yeux malicieux et tendre ces mots qu'elle récita par bonté, comme un texte qu'elle savait être agréable à mademoiselle Vinteuil, d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre cynique. Quand même, on nous verrait, ce n'en est que meilleur. Mademoiselle Vinteuil frémit et se leva. Son cœur, scrupuleux et sensible, ignorait quelles paroles devaient spontanément venir s'adapter à la scène que ses sens réclamaient. Elle cherchait le plus loin qu'elle pouvait, de sa vraie nature morale, à trouver le langage propre à la fille vicieuse qu'elle désirait d'être. Mais les mots qu'elle pensait que celle-ci eût prononcés sincèrement lui paraissaient faux dans sa bouche. Et le peu qu'elle s'en permettait était dit sur un ton guindé, où ses habitudes de timidité paralysaient ses velléités d'audace, et s'entremêlaient de « Tu n'as pas froid? Tu n'as pas trop chaud? Tu n'as pas envie d'être seule et de lire ?» Mademoiselle me semble avoir des pensées bien lubriques ce soir, finit-elle par dire, répétant sans doute une phrase qu'elle avait entendue autrefois dans la bouche de son amie. Dans l'échancrure de son corsage de crêpe, mademoiselle Vinteuil sentit que son amie piquait un baiser. Elle poussa un petit cri, s'échappa, et elles se poursuivirent en sautant, faisant volter leurs larges manches comme des ailes, et gloussant et piaillant comme des oiseaux amoureux. Puis mademoiselle Vinteuil finit par tomber sur le canapé, recouverte par le corps de son amie. Mais celle-ci tournait le dos à la petite table sur laquelle était placé le portrait de l'ancien professeur de piano. Mademoiselle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait pas si elle n'attirait pas sur lui son attention, et elle lui dit, comme si elle venait seulement de le remarquer. « Oh, ce portrait de mon père qui nous regarde. Je ne sais pas qui a pu le mettre là. J'ai pourtant dit 20 fois que ce n'était pas sa place. » Je me souvins que c'étaient les mots que M. Vinteuil avait dit à mon père à propos du morceau de musique. Ce portrait leur servait sans doute, habituellement, pour des profanations rituelles, car son ami lui répondit par ces paroles qui devaient faire partie de ses réponses liturgiques. « Mais laisse-le donc où il n'est plus là pour nous embêter. Crois-tu qu'il pleurnicherait, qu'il voudrait te mettre ton manteau s'il te voyait là, la fenêtre ouverte, le vilain singe ?» Mademoiselle Vinteuil répondit par des paroles de doux reproches. « Voyons, voyons !» qui prouvaient la bonté de sa nature. Non qu'elles fussent dictées par l'indignation que cette façon de parler de son père eût pu lui causer. Évidemment, c'était là un sentiment qu'elle s'était habituée, à l'aide de quel sophisme, à faire taire en elle dans ces minutes-là. Mais parce qu'elles étaient comme un frein que, pour ne pas se montrer égoïste, elle mettait elle-même au plaisir que son ami cherchait à lui procurer. Et puis cette modération souriante en répondant à ses blasphèmes, ce reproche hypocrite et tendre, paraissait peut-être à sa nature franche et bonne, une forme particulièrement infâme, une forme doucereuse de cette scélératesse qu'elle cherchait à s'assimiler. Mais elle ne put résister à l'attrait du plaisir qu'elle éprouvait à être traitée avec douceur par une personne si implacable envers un mort sans défense. Elle sauta sur les genoux de son amie,
et lui tendit chastement son front à baiser, comme elle l'aurait pu le faire si elle avait été sa fille, sentant avec délicatesse qu'elle allait ainsi toutes deux au bout de la cruauté, en ravissant à M. Vinteuil, jusque dans le tombeau, sa paternité. Son ami lui prit la tête entre ses mains et lui déposa un baiser sur le front avec cette docilité que lui rendait facile la grande affection qu'elle avait pour mademoiselle Vinteuil et le désir de mettre quelque distraction dans la vie si triste maintenant de l'orpheline. « Sais-tu ce que j'ai envie de lui faire à cette vieille horreur ?» dit-elle en prenant le portrait. Et elle murmura à l'oreille de mademoiselle Vinteuil quelque chose que je ne pus entendre. « Oh, tu n'oserais pas !»« Je n'oserais pas cracher dessus. Sur ça, dit l'ami avec une brutalité voulue. Je n'en entendis pas davantage, car mademoiselle Vinteuil, d'un air las, gauche, affairé, honnête et triste, vint fermer les volets et la fenêtre. Mais je savais maintenant, pour toutes les souffrances que pendant sa vie M. Vinteuil avait supportées à cause de sa fille, ce qu'après la mort il avait reçu d'elle en salaire. Et pourtant, j'ai pensé depuis que si M. Vinteuil avait pu assister à cette scène, il n'eût peut-être pas encore perdu sa foi dans le bon cœur de sa fille. Et peut-être même n'eût-il pas eu en cela tout à fait tort. Certes, dans les habitudes de Mlle Vinteuil, l'apparence du mal était si entière qu'on aurait eu de la peine à la rencontrer réalisée à ce degré de perfection ailleurs que chez une sadique. C'est à la lumière de la rampe des théâtres du boulevard, plutôt que sous la lampe d'une maison de campagne véritable, qu'on peut voir une fille faire cracher une amie sur le portrait d'un père qui n'a vécu que pour elle. Et il n'y a guère que le sadisme qui donne un fondement dans la vie à l'esthétique du mélodrame. Dans la réalité, en dehors des cas de sadisme, une fille aurait peut-être des manquements aussi cruels que ceux de mademoiselle Vinteuil envers la mémoire et les volontés de son père mort. Mais elle ne les résumerait pas expressément en un acte d'un symbolisme aussi rudimentaire et aussi naïf. Ce que sa conduite aurait de criminel serait plus voilé aux yeux des autres et même à ses yeux à elle, qui ferait le mal sans se l'avouer. Mais au-delà de l'apparence, dans le cœur de mademoiselle Vinteuil, le mal, au début du moins, ne fut sans doute pas sans mélange. Une sadique comme elle est l'artiste du mal, ce qu'une créature entièrement mauvaise ne pourrait être car le mal ne lui serait pas extérieur. Il lui semblerait tout naturel, ne se distinguerait même pas d'elle. Et la vertu, la mémoire des morts, la tendresse filiale, comme elle n'en aurait pas le culte, elle ne trouverait pas un plaisir sacrilège à les profaner. Les sadiques de l'espèce de mademoiselle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturellement vertueux que même le plaisir sensuel leur paraît quelque chose de mauvais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s'y livrer un moment, c'est dans la peau des méchants qu'ils tâchent d'entrer et de faire entrer leurs complices, de façon à avoir eu un moment l'illusion de s'être évadés de leur âme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du plaisir. Et je comprenais combien elle l'eût désiré en voyant combien il lui était impossible d'y réussir. Au moment où elle se voulait si différente de son père, ce qu'elle me rappelait, c'était les façons de penser, de dire, du vieux professeur de piano. Bien plus que sa photographie, ce qu'elle profanait, ce qu'elle faisait servir à ses plaisirs, mais qui restait entre eux et elle, et l'empêchait de les goûter directement, c'était la ressemblance de son visage, les yeux bleus de sa mère à lui, qui lui avait transmis, comme un bijou de famille, ces gestes d'amabilité qui interposaient entre le vice de mademoiselle Vinteuil et elle une phraséologie, une mentalité qui n'était pas faite pour lui et l'empêchait de le connaître comme quelque chose de très différent des nombreux devoirs de politesse auxquels elle se consacrait d'habitude. Ce n'est pas le mal qui lui donnait l'idée du plaisir, qui lui semblait agréable, c'est le plaisir qui lui semblait malin. Et comme chaque fois qu'elle s'y adonnait, il s'accompagnait pour elle de ces pensées mauvaises qui le reste du temps étaient absentes de son âme vertueuse. Elle finissait par trouver au plaisir quelque chose de diabolique, par l'identifier au mal.
Peut-être mademoiselle Vinteuil sentait-elle que son amie n'était pas foncièrement mauvaise, et qu'elle n'était pas sincère au moment où elle lui tenait ses propos blasphématoires. Du moins avait-elle le plaisir d'embrasser sur son visage des sourires, des regards, fins peut-être, mais analogues dans leur expression vicieuse et basse à ceux qu'aurait eu, non un être de bonté et de souffrance, mais un être de cruauté et de plaisir. Elle pouvait s'imaginer un instant qu'elle jouait vraiment les jeux qu'eût joué avec une complice aussi dénaturée, une fille qui aurait ressenti en effet ses sentiments barbares à l'égard de la mémoire de son père. Peut-être n'eût-elle pas pensé que le mal fût un état si rare, si extraordinaire, si dépaysant, où il était si reposant d'émigrer, si elle avait su discerner en elle comme en tout le monde cette indifférence aux souffrances qu'on cause et qui, quelques autres noms qu'on lui donne, est la forme terrible et permanente de la cruauté. S'il était assez simple d'aller du côté de mes églises, c'était une autre affaire d'aller du côté de Guermantes, car la promenade était longue et l'on voulait être sûr du temps qu'il ferait. Quand on semblait entrer dans une série de beaux jours, quand Françoise, désespérée qu'il ne tombât pas une goutte d'eau pour les pauvres récoltes, et ne voyant que de rares nuages blancs nageant à la surface calme et bleue du ciel, s'écriait en gémissant: Ne dirait-on pas qu'on voit ni plus ni moins des chiens de mer qui jouent en montrant là-haut leur museau? Ah, ils pensent bien à faire pleuvoir pour les pauvres laboureurs. Et puis, quand les blés seront poussés, alors la pluie se mettra à tomber, tout à petit patapon, sans discontinuer, sans plus savoir sur quoi elle tombe que si c'était sur la mer. Quand mon père avait reçu invariablement les mêmes réponses favorables du jardinier et du baromètre, alors on disait au dîner: Demain, s'il fait même temps, nous irons du côté de Guermantes. On partait tout de suite après déjeuner, par la petite porte du jardin, et on tombait dans la rue des Perchamps, étroite et formant un angle aigu, remplie de graminées, au milieu desquelles 2 ou 3 guêpes passaient la journée à herboriser. Aussi bizarre que son nom, d'où me semblaient dériver ses particularités curieuses et sa personnalité revêche, et qu'on chercherait en vain dans le Combré d'aujourd'hui, où sur son tracé ancien s'élève l'école. Mais ma rêverie, semblable à ces architectes élèves de Viollet-le-Duc qui, croyant retrouver sous un jubé Renaissance et un hôtel du XVIIe siècle les traces d'un chœur roman, remettent tout l'édifice dans l'état où il devait être au XIIe siècle, ne laisse pas une pierre du bâtiment nouveau, reperce et restitue la rue de Perchamps. Elle a d'ailleurs pour ses reconstitutions des données plus précises que n'en ont généralement les restaurateurs. Quelques images conservées par ma mémoire, les dernières peut-être qui existent encore actuellement, et destinées à être bientôt anéanties, de ce qu'était le Combré du temps de mon enfance. Et parce que c'est lui-même qui les a tracées en moi avant de disparaître, émouvantes, si on peut comparer un obscur portrait à ces effigies glorieuses dont ma grand-mère aimait à me donner des reproductions, comme ces gravures anciennes de la Seine ou ce tableau de Gentile Bellini dans lesquels l'on voit en un état qui n'existe plus aujourd'hui le chef-d'œuvre de Vinci et le portail de Saint-Marc. On passait, rue de l'Oiseau, devant la vieille hôtellerie de l'Oiseau Fléché, dans la grande cour de laquelle entrèrent quelquefois, au XVIIe siècle, les carrosses des duchesses de Montpensier, de Guermantes et de Montmorency, quand elles avaient à venir à Combray pour quelque contestation avec leurs fermiers pour une question de mage. On gagnait le mail entre les arbres duquel apparaissait le clocher de Saint-Hilaire. Et j'aurais voulu pouvoir m'asseoir là et rester toute la journée à lire en écoutant les cloches. Car il faisait si beau et si tranquille que, quand sonnait l'heure, on aurait dit non qu'elle rompait le calme du jour, mais qu'elle le débarrassait de ce qu'il contenait et que le clocher, avec l'exactitude indolente et soigneuse d'une personne qui n'a rien d'autre à faire, venait seulement pour exprimer et laisser tomber les quelques gouttes d'or que la chaleur y avait lentement et naturellement amassées, de presser, au moment voulu, la plénitude du silence. Le plus grand charme du côté de Guermantes, c'est qu'on y avait presque tout le temps à côté de soi le cours de la Vivonne. On l'a traversé une première fois, 10 minutes après avoir quitté la maison, sur une passerelle dite le Pont-Vieux.
Dès le lendemain de notre arrivée, le jour de Pâques, après le sermon, s'il faisait beau temps, je courais jusque-là, voir dans ce désordre d'un matin de grande fête où quelques préparatifs somptueux font paraître plus sordides les ustensiles de ménage qui traînaient encore. La rivière qui se promenait déjà en bleu ciel entre les terres encore noires et nues, accompagnée seulement d'une bande de coucous arrivés trop tôt et de primes verts en avance, cependant que çà et là, une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d'odeur qu'elle tenait dans son cornet. Le Pont-Vieux débouchait dans un sentier de halage qui, à cet endroit, se tapissait l'été du feuillage bleu d'un noisetier sous lequel un pêcheur en chapeau de paille avait pris racine. À Combray, où je savais quelle individualité de maréchal ferrant ou de garçon épicier était dissimulée sous l'uniforme du Suisse ou le surplis de l'enfant de chœur, ce pêcheur est la seule personne dont je n'ai jamais découvert l'identité. Il devait connaître mes parents car il soulevait son chapeau quand nous passions. Je voulais alors demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson. Nous nous engagions dans le sentier de halage qui dominait le courant d'un talus de plusieurs pieds. De l'autre côté, la rive était basse, étendue en vastes prés jusqu'au village et jusqu'à la gare qui en était distante. Ils étaient semés des restes, à demi enfouis dans l'herbe, du château des anciens comtes de Combray, qui, au Moyen-Âge, avaient de ce côté le cours de la Vivonne comme défense contre les attaques des sires de Guermantes et des abbés de Martinville. Ce n'étaient plus que quelques fragments de tours bossuant la prairie, à peine apparents, quelques créneaux d'où jadis l'arbalétrier lançait des pierres, d'où le guetteur surveillait Neufpont, Clairefontaine, Martinville-le-Sec, Bailleau-l'Exempt, toutes terres vassales de Guermantes, entre lesquelles Combray était enclavé. Aujourd'hui, au ras de l'herbe, dominé par les enfants de l'école des frères qui venaient là apprendre leurs leçons ou jouer aux récréations, passé presque descendu dans la terre, couché au bord de l'eau comme un promeneur qui prend le frais, mais me donnant fort à songer, me faisant ajouter dans le nom de Combray, à la petite ville d'aujourd'hui, une cité très différente, retenant mes pensées par son visage incompréhensible et d'autres fois qu'il cachait à demi sous les boutons d'or. Ils étaient fort nombreux à cet endroit qu'ils avaient choisi pour leur jeu sur l'herbe. Isolés, par couple, par troupe, jaunes comme un jaune d'œuf, brillant d'autant plus, me semblait-il, que, ne pouvant dériver vers aucune velléité de dégustation le plaisir que leur vue me causait, je l'accumulais dans leur surface dorée, jusqu'à ce qu'il devint assez puissant pour produire de l'inutile beauté. Et cela dès ma plus petite enfance, quand, du sentier de halage, je tendais les bras vers eux sans pouvoir épeler complètement leur joli nom de prince, de conte de fées, français, venus peut-être, il y a bien des siècles, d'Asie, mais apatriés pour toujours au village. Content du modeste horizon, aimant le soleil et le bord de l'eau, fidèle à la petite vue de la gare, gardant encore pourtant, comme certaines de nos vieilles toiles peintes, dans leur simplicité populaire, un poétique éclat d'Orient. Je m'amusais à regarder les carafes que les gamins mettaient dans la Vivonne pour prendre les petits poissons, et qui, remplies par la rivière, où elles sont à leur tour encloses, à la fois contenant aux flancs transparents comme une eau durcie, et contenu, plongé dans un plus grand contenant de cristal liquide et courant, évoquait l'image de la fraîcheur d'une façon plus délicieuse et plus irritante qu'elle n'eussent fait sur une table servie. En ne la montrant qu'en fuite, dans cette allitération perpétuelle entre l'eau sans consistance, où les mains ne pouvaient la capter, et le verre sans fluidité, où le palais ne pourrait en jouir. Je me promettais de venir là plus tard avec des lignes. J'obtenais qu'on tirât un peu de pain des provisions du goûter. J'en jetai dans la Vivonne des boulettes qui semblaient suffire pour y provoquer un phénomène de sursaturation, car l'eau se solidifiait aussitôt autour d'elle en grappes ovoïdes de têtards initiés qu'elle tenait sans doute jusque-là en dissolution, invisible, tout près d'être en voie de cristallisation.